et le mur de Berlin est tombé en octobre. Et à l'époque, par le jeu des organisations, les Russes avaient proposé d'amener au Bourget un Sukhoi 27. Alors ça, à l'époque, c'était un scoop dans le milieu aéronautique occidental. Pour la première fois, on voyait un avion de chasse soviétique, et puis pas n'importe lequel. Non, je dis une bêtise parce qu'on avait déjà vu des MiG-29. En revanche, le Sukhoi 27, on l'avait jamais vu. C'était le monstre. Il arrive là. Et, truc amusant, Jean-Loup Chrétien, qui était le premier cosmonaute, comme on dit en Russie, français, était très copain avec les Russes, puisqu'il avait fait toutes ses armes dans l'espace avec eux. Et donc, quand l'avion est arrivé au Bourget, les Russes lui ont dit « Viens, et puis va prendre le Sukhoi 27, va faire un tour avec ». C'est comme ça que ça s'est passé, c'est lui qui nous l'a dit. Hein. Et ils avaient tellement confiance en lui, puis qu'il était pilote d'essai, etc., qu'ils étaient prêts à lui filer l'avion, même sans briefing, sans rien. Hein. Enfin, sans briefing, je m'entends, sans transformation, quoi. Alors il a dit non, je vais quand même prendre le pilote de Sukhoi avec moi. Et là, ils ont dit, vas-y. Et du coup, il nous a téléphoné à Dijon, en disant, est-ce que ça vous dirait de venir avec vos Mirage 2000 et puis qu'on se rencontre, et puis qu'on fasse du combat, etc. Alors nous, bien sûr. Donc on a pris 2 avions, 2 biplaces, on a pris pour avoir... on a mis des gens en place arrière avec des appareils photo. Et on est parti à leur rencontre. Et on s'est retrouvés dans une zone aérienne à peu près du côté de Reims. Là. Et avec nos 2 avions, on a intercepté le Sukhoi 27. Et puis là, on a fait beaucoup de photos, on a fait de la patrouille serrée. C'est un avion qui est 2 fois plus gros que le Mirage 2000. C'est un très bel avion, c'est très impressionnant. Et puis il y avait Jean-Loup Chrétien en place avant et le pilote Sukhoi derrière. Et puis voilà, donc on a fait des trucs. Alors on avait prévu de faire du combat aérien, mais il nous a dit non, on ne fera pas de combat aérien. Je pense que les Russes n'ont pas voulu. Et puis en revanche, on a fait des tas d'évolutions dans tous les sens, etc. Et on a vu la puissance de cet avion. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Et puis, ce qui était très sympa, c'est qu'on avait prévu après, nous, on se posait à Creil, avec nos 2 2000, et après, eux se posaient au Bourget, évidemment. Directement à la DRM, comme ça, c'est parfait. Oui, et après, on se retrouvait pour dîner au Bois de Boulogne, dans un resto du Bois de Boulogne, ensemble, au Pré-Catelan, pour ne pas le nommer. Et voilà, on a passé une soirée merveilleuse, parce que c'était très sympa. Le pilote Sukhoi était charmant. Bon, il y avait un autre type à table avec nous qui était le commissaire politique qui surveillait que... Bon, ça c'est anecdotique. Et du coup, Jean-Loup Chrétien nous a parlé très franchement de tout ce qu'il y avait des capacités de l'avion. Et là, on a appris des choses fantastiques. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur... à l'époque, il y avait la fameuse manœuvre du Cobra. Donc, on voit l'avion qui arrive et puis d'un seul coup, il fait ça, il s'arrête quasiment en l'air, puis boum, il repart. Et donc... tout le monde au Bourget avait filmé ça, tous les gens des essais en vol ont essayé d'interpréter ça, de comprendre le phénomène, et puis se demander si ça avait peut-être une utilité en combat aérien, etc. Donc, nous, le jour même, on en a parlé avec le pilote. Donc, le pilote du Sukhoi, c'est lui qui faisait ça, et qui nous a quand même expliqué que c'était plus une manœuvre impressionnante. Il nous avait expliqué qu'il pouvait la faire que dans une plage de vitesse extrêmement restreinte. Alors, je me souviens pas de la vitesse, mais je crois que c'était de l'ordre de 210, 220 nœuds, mais il avait une marge de 10 nœuds. C'est-à-dire c'est vraiment une fourchette extrêmement exiguë. Bon, déjà, le fait qu'il est sur une fourchette exiguë, je dirais, ça enlève beaucoup d'intérêt à la manœuvre. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser, et quand on est en combat aérien, on ne va pas essayer de se mettre dans la fenêtre de 10 nœuds pour faire une manœuvre. Bon. Et puis c'est en plein milieu des marges de vitesse, ça fait aucun sens en combat. En plus, oui. T'es pas lent, t'es pas rapide. Exactement. Donc il nous a dit, on fait ça, et puis il dit, en fait, les commandes de vol, il avait pour autant que je me souvienne, les commandes de vol électrique uniquement sur l'axe de tangage, sur cet axe-là. Il avait dit, en fait, quand on se met à 200 nœuds, à 210 nœuds, on débranche les commandes de vol électrique, on tire un coup sec, donc l'avion il répond, puis comme il n'y a plus de calculateur qui gère ce truc-là, l'avion il se met comme ça, et puis là il va perdre le contrôle, quoi. Parce que l'avion il va pas rester comme ça, et là il remet les commandes de vol électrique, et toc, le calculateur lui remet l'avion à plat. Voilà, donc c'est très spectaculaire vu de l'extérieur, mais ça n'a pas d'utilité militaire, on va dire. Bon, mais ceci dit, c'est spectaculaire, hein. Voilà, donc ça a été bien. Alors après, on a appris des tas de choses par Jean-Loup Chrétien sur la consommation de pétrole, Par rapport au MiG-29 qui t'a impressionné par ses pattes courtes, ouais. Par contre le Sukhoi 27... le Sukhoi 27, le pilote nous a dit que quand ils avaient fait, dans les vols de qualification de l'avion, ils avaient fait un vol sans ravitaillement en vol de 9 heures.
Alors, on pourrait me dire, oui, bah, il t'a raconté des histoires. Ouais. Alors, déjà, je peux dire, c'est ce qu'ils ont fait avec leur pétrole pendant le vol où Jean-Loup Chrétien était là. Donc, c'est Jean-Loup Chrétien qui me l'a dit, c'est pas le pilote derrière. Donc, j'ai toute confiance dans les dires de Jean-Loup Chrétien. Il nous a dit, bah voilà, on est parti du Bourget, on avait moins de la moitié du plein. Et l'avion était lisse, hein, il n'y avait aucun bidon. Donc l'avion était complètement lisse, moins de la moitié du plein. Bon. Il a décollé du Bourget, il est allé à Reims. Là, on a fait en gros 50 minutes d'évolution ensemble, etc. Ensuite, nous, on s'est posé à Creil. Et lui est arrivé à Creil, il est descendu en basse altitude et il a fait 20 minutes de voltige en basse altitude. Ça coûte et la voltige en basse altitude, ça consomme beaucoup. Il a fait 20 minutes. Ensuite, il est retourné au Bourget. Il a fait 6 Touch-and-Go. 6 Touch-and-Go. Et quand il s'est posé, il a dit, avec ça, je pouvais encore me dérouter à Istres. Il faut encore traverser la France. Il faut encore traverser la France et se poser à Istres avec les minima carburant à l'arrivée. En étant parti de la moitié du plein. Bon, voilà. Autre chose qu'on avait remarqué en vol, pendant qu'on faisait de la patrouille serrée, on faisait des tas de photos, on avait remarqué autour des tuyères des réacteurs une espèce d'aérosol. Bizarre. Alors au début, on avait pensé à des traînées de condensation, mais enfin, on n'était pas à des altitudes où il y a des traînées. Et en fait, on a demandé au pilote le soir, il dit non, mais on pulvérise du pétrole pour refroidir le flux des réacteurs, c'est-à-dire pour la signature infrarouge. On dit, vous pulvérisez du pétrole tellement vous en avez. Voilà, en gros, pour nous, c'est... Voilà, donc on était dans un autre monde, quoi. Mais l'aéronautique russe, c'est un autre monde que le nôtre, mais c'est des gens extrêmement compétents en aéronautique. Hein. Il ne faut surtout pas sous-estimer la qualité des avions russes. Hein. Certainement pas. Hein. Et puis, depuis le temps, les Sukhoi 35, etc., qu'on voit aujourd'hui, etc., c'est la continuation d'une véritable... Ils ont un savoir-faire avec des méthodes différentes des méthodes occidentales, mais qui est réel. Hein. Qui marche bien. Ouais, qui marche bien. Hein. Et puis, par exemple, juste un petit truc sur le MiG-29, on nous a expliqué que les moteurs de MiG-29 sont faits pour durer 300 heures. Ouais. Et aux 300 heures, on les jette. Donc, il y a peu de maintenance. Peu de maintenance. Ils sont très bons en chaudronnerie et tout ça, les Russes. Donc, ils font des moteurs qui poussent très fort. Mais qui dit pousse très fort, performance élevée, dit durabilité un petit peu hypothétique. Ils disent non, nous 300 heures, on jette. Ah, c'est une autre approche. C'est une autre approche, mais elle a aussi ses mérites, parce que quand on voit toutes les pièces détachées, les cycles d'entretien, je crois qu'ils font des économies là-dessus. Donc finalement, au total, je ne sais pas, enfin, moi je n'ai pas fait de calcul, mais c'est pas ridicule. Oui, effectivement. Puis après, c'est quoi l'objectif ? 300 heures au combat, à la base, c'était pensé pour une survivabilité qui était sûrement pas de 300 heures et au voilà, combat. Donc, exactement. Quel est l'objectif merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai passé un excellent moment. Merci, mon colonel. Merci.